Bonjour à tous et à toutes, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas revus. Tout dépend quand je vais upload cette vidéo, étant donné que j'ai quand même presque 10 vidéos à upload. Donc, c'est Utgard et Faro. Nous allons donc parler justement de notre ressenti sur la campagne RNC. Car il faut savoir que je ne voulais pas la faire à cause des critiques, à cause de ce que j'en ai entendu, ça m'a fait très peur, je ne voulais pas la faire. Et Utgard a quand même assez lourdement insisté ces derniers mois, si c'est pas presque toute l'année entière de 2022, pour que je la fasse. Donc maintenant que je l'ai faite... Tu me fais passer pour un forceur, là. Alors, on va pas se mentir qu'à un moment, je l'ai presque sorti comme du forcing, et pour finir, je me suis dit, il n'y a pas de jeu qui sort pour ma chaîne. J'ai besoin de sortir du nouveau contenu pour ma chaîne. Et d'un côté, avant de critiquer, il faudrait peut-être que je teste par moi-même, parce que j'avais envie de jouer à The Frontier de toute façon. Donc voilà, moi, ça ne me dérange pas là-dessus. Je ne regrette pas d'avoir fait cette run. Et je vais commencer par dire mes points, mes défauts. Je vais donc dire ce que je n'ai pas aimé dans la run, dans la run pirate, la run RNC. Je vais donc dire ce que je n'ai pas du tout aimé. Pour moi, les principaux problèmes de cette run de 20 heures, je vais être clair, on va parler des phases. Comment je vais les appeler? On va parler des phases FPS, des phases horrifiques et de la fin, qui pour moi sont les 3 et Rancor. C'est les 4 points les plus graves de The Frontier, c'est ça. Pour commencer, on va parler calmement tous les deux de la phase FPS parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. La phase FPS, pour moi, est un problème parce que je comprends que la communauté ne l'aime pas. Je comprends tout à fait. Mais par contre, je vais être honnête avec vous, et je vais même poser la question avec Utgard, tout simplement. Est-ce que la bataille du barrage Hoover n'est pas similaire finalement? Est-ce que la bataille du Grand Canyon n'est pas similaire? Voilà, c'est ça que je veux dire. Des phases FPS où vous avancez et vous massacrez du mob, parce que c'est la guerre, on l'a déjà connu dans Fallout. On a littéralement un DLC entier qui s'appelle Opération Courage, qui n'a pas été apprécié à l'époque par rapport à ça, mais on l'a déjà eu à l'époque. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de créer une narration et de s'attacher aux personnages. Je me suis attaché à beaucoup de personnages et j'ai été triste pour la mort de certains personnages. J'ai été triste pour la mort d'Hardcase. J'ai été triste justement pour la mort de certains personnages. Globalement, voilà. Je ne vais pas non plus citer la mort de tous les personnages, déjà que j'ai cité la mort d'Hardcase. Mais voilà, c'est... Ouais. Quoi, ouais? Non, je dis ouais, on va pas citer la mort de tout le monde parce que bon, il y en a un Voilà. petit paquet. On va dire rien que la station spatiale, hein, pour ceux qui ont regardé, il y a facilement 10 morts. Il y a facilement 10 morts dans la station spatiale. On est vraiment sur quelque chose de tendu, et on va pas se mentir que s'il y a un jeu vidéo dans le monde qui proposerait une campagne comme la RNC, elle serait ultra poignante. Elle serait ultra poignante. Imaginez juste Stalker ou Atomic Heart, ou je pourrais aussi dire Call of Duty et Battlefield, qui proposerait un scénario de 20 heures avec une trentaine de personnages écrits, une trentaine de personnages compagnons. Non, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que aucun développeur de jeux vidéo ferait autant de personnages, et on n'arriverait pas à s'attacher à autant de personnages en 20 heures. On n'y arrive pas. Là, on arrive à s'attacher à autant de personnages en 20 heures, parce que justement, ce sont des personnages de quêtes secondaires, de quêtes avec qui tu vas faire ensemble, que tu vas assister avec des choses ensemble. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas concevable pour du FPS classique. Parce que c'est un RPG. Ouais. Dans un RPG, tu vas faire des quêtes secondaires, tu vas discuter avec les gens, tu vas tenter de boire un verre avec des gens et ce genre de choses. Tu vas passer du temps avec eux. Et pour moi, c'est ça qui fait que c'est incroyable. C'est que tout le passage où on perd une partie de nos compagnons, qu'on découvre certaines choses, elle est pour moi, c'est ultra triste. Il y a des personnages qui vous ont donné votre premier sniper, vos premières missions,
celui qui va vous apprendre à piloter des tanks, que vous serez obligé d'abattre parce qu'il est devenu complètement fou, votre propre médecin, que si vous faites les mauvais choix, elle se transforme en espèce de femme soldat cyborg, et vous serez obligé de l'abattre. Des moments, plein de choses comme ça qui sont ultra tristes, et ce genre de choses. Et vous savez pourquoi ça fonctionne? Vous savez pourquoi ça fonctionne sur Fallout et ça n'a pas fonctionné pour moi sur Wolfenstein? Le temps. La réponse, c'est le temps. Je vais expliquer pourquoi. Parce que quand vous perdez un personnage dans Fallout, vous avez passé plusieurs heures avec lui. Vous avez appris à le connaître. Hardcase, je le connaissais depuis plusieurs heures, je le connaissais depuis plusieurs mois, parce que j'avais fait la run Crusader et ce genre de choses, et je trouvais qu'il avait un certain charisme. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Hardcase, au bout de 3-4 heures de jeu, venait à mourir. J'ai été surpris justement par rapport à ça. Dans les FPS classiques, comme par exemple Wolfenstein, pour parler du fameux choix de Wolfenstein, qui est très connu et qui a été une critique de The Frontier, les personnages, je ne savais pas qui les prendre. Je ne savais pas du tout qui prendre. Il me semble, c'est Wyatt et Fergus, il me semble, le choix dans Wolfenstein. Ouais. Voilà. C'est ça. Voilà. Et vous savez pourquoi j'ai choisi Fergus? J'ai choisi Fergus parce que Wyatt était un gamin qui n'avait quasiment rien vu et que je savais que cette guerre ne serait pas terminée parce qu'on était au début du jeu. J'ai conservé Fergus parce que je me suis dit que c'était un général expérimenté et qu'il pourrait m'aider à terminer cette guerre alors que Wyatt était un inexpérimenté qui pourrait mourir à tout moment avec son manque d'expérience. Je n'ai pas pris le personnage pour son charisme, je l'ai pris parce que je savais que j'étais dans un jeu vidéo. Voilà pourquoi j'ai choisi Fergus. Pourquoi j'ai choisi Sirène à la place de Daunter? C'est parce que Sirène est une médecin et qu'en plus de ça c'est l'une des rares femmes bien écrites dans The Frontier, dans la RNC, parce qu'il doit y avoir 4 femmes à tout casser, et que je me suis dit que ce serait un élément notable et que ce serait intéressant de la conserver. C'est pour ça que j'ai fait les bons choix. Selon moi, j'ai fait les bons choix par rapport à ça. J'ai réussi à... voilà, je ne l'ai pas dit, je me suis pas dit, il va rester... voilà, parce que techniquement, on aurait été dans la même situation dans Wolfenstein, il y aurait plus de chances que je choisisse Daunter, parce que je sais pertinemment que Daunter, c'était un soldat, c'était un militaire, là où un infirmier n'aurait pas été très utile, je pense, vu la situation dans Wolfenstein. C'est ça le problème, j'ai réussi à m'attacher à ces personnages, chose que je n'aurais pas pu faire dans certains jeux, parce que c'est ça le problème que j'ai avec les jeux de maintenant, c'est que ça manque de temps. Il me faut du temps pour m'attacher aux personnages. Voilà. Par exemple, j'ai été choqué du sacrifice de Parks, parce qu'il me semble, tu me corriges, mais il me semble que Parks, il est dans le camp du début. Dans le camp du début, il est dans le camp quand tu es recruté. Je crois bien, hein. Non mais, vous connaissez Parks depuis le début, et c'est ça qui fait que son sacrifice a été déchirant. Parce que je ne l'aimais pas, parce que je faisais la blague du noir qui meurt en premier, parce qu'on est dans un cadre SF, vous savez, Alien et ce genre de choses. Je faisais la blague et autres, mais son sacrifice m'a rendu assez triste, parce que je me suis dit, bordel, ça finit vraiment comme ça, il va vraiment se sacrifier autre, je peux vraiment rien faire. C'est ce sentiment d'impuissance face à un personnage que j'ai apprécié pendant plus de 10 heures. Et c'est ça qui fait que pour moi la scénarisation n'est pas un défaut. Ça aurait été un défaut si c'était le jeu de base. Si c'était le jeu de base, qu'on m'aurait vendu, imaginons Fallout 5 c'est que ça. Imaginons que Fallout 5 c'est 20 heures de linéarité sans choix. Bien sûr que ça aurait été un scandale. Bien sûr que j'aurais gueulé. Mais c'est un mode. C'est un contenu additionnel. C'est un rajout. Et en plus de ça, on n'est même pas obligé de faire la RNC, bordel. Voilà. Ça, vous faites la RNC si vous le choisissez en soi, donc... Et surtout, les devs l'ont dit. Les devs l'ont dit. Vous en avez pour 10-15 heures de linéarité. C'est marqué directement sur la page. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Donc pour moi, je peux comprendre qu'il y en ait trop. Et effectivement, que réduire le taux de linéarité pour proposer plus de choix et plus de quêtes libres serait
serait pour moi un plus. Je dis pas le contraire. Pour moi, ce n'est pas c'est effectivement que réduire un peu ne me dérangerait pas. Mais par contre, ce n'est pas un défaut. Hein, je vous interdis de le dire, hein, ça. Ce n'est pas un défaut. C'est... Voilà. Et malheureusement, bah voilà, les haters Obsidian qui ont tendance à vénérer New Vegas, à l'idéaliser, je sais même plus parler, l'idolâtrer, voilà, le diviniser, ce genre de choses, parce que justement New Vegas est parfait, ce genre de choses. Non, New Vegas n'est pas parfait. New Vegas n'est pas parfait, il a du défaut comme Fallout 4, comme Fallout 3, comme Fallout 2, il a des défauts. Voilà. C'est, je suis un joueur de Fallout depuis 15 ans maintenant, ça fait officiellement 15 ans que je joue à Fallout. J'ai fait Fallout 2 deux fois, j'ai fait Fallout 3 2 ou 3 fois, j'ai fait New Vegas une bonne dizaine de fois, si ce n'est pas 15 fois, et j'ai fait Fallout 4 un petit peu moins de 10 fois. Et la raison de pourquoi j'ai fait moins de fois Fallout 4 que New Vegas, c'est parce que tout simplement, une partie de Fallout 4 me prend 3 fois plus de temps que New Vegas. C'est pour ça, c'est l'une des raisons qui fait que Fallout 4, j'y ai passé moins de temps en partie. Voilà. Mais des quêtes scénarisées comme ça, je veux dire, osez me dire que la bataille du barrage over est à chier. Osez me dire que la bataille du Grand Canyon n'est pas épique. Voilà. Ce sont des batailles qui ont marqué des joueurs. Et en fait, le créateur de cette série de quêtes a senti certainement ce plaisir de faire cette série de quêtes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a décidé... Malheureusement, je trouve qu'on a quand même un peu beaucoup trop. Alors, c'est vrai que... Pour moi, c'est un souci de dosage. C'est pas un souci de quête scénarisée. C'est un souci de dosage. Voilà, ça c'est mon avis sur la première partie. Avant d'enchaîner la première partie, je vais laisser Udgard compléter ça, et après on continuera à parler du second problème, le côté horrifique. Moi, pour revenir à ce que tu disais sur le temps de connaître les persos, oui, c'est bien. C'est bien de se dire que pour ressentir de de la tristesse quand un perso meurt dans un jeu, il faut du temps pour s'accommoder de cette personne et la connaître. Mais le problème, c'est que The Frontier, c'est un mode. Ils ont fait déjà 7 ans de développement pour ça. 7 ans de développement pour arriver à une quête qui est pour moi complète et vraiment, vraiment poussée. Hein, d'un point de vue scénario et technique, c'est vraiment très très sympa. Mais on peut pas leur reprocher que tu passes pas 10 000 ans avant de faire mourir des personnages dans un truc qui se veut c'est un minimum sérieux, bien qu'il y ait des moments où il y a un peu moins de sérieux, mais on peut pas leur reprocher de les faire mourir dans une durée aussi courte entre guillemets. Quand on voit la durée totale de la campagne, et quand on voit déjà le fait que c'est un mode, ça leur a pris 7 ans pour développer tout ça, imaginez s'ils auraient dû faire étaler tout ça sur la durée pour qu'en plus vous ayez le truc de ouais ça y est, ça fait suffisamment longtemps que je connais le personnage donc je suis attaché. Si c'était une team de devs qui faisait un jeu ambitieux et complet, que tu allais te balader auprès de ces personnages pendant 20 ou 30 heures avant qu'il leur arrive quelque chose, je veux bien que ça gueule en disant ouais ils sont morts trop tôt. Mais là c'est un mode. Faut rendre à César ce qui est à César, mais faut aussi bien prendre en compte l'échelle des choses. Si ils ont pas pu faire en sorte que tu aies plus de temps avant de perdre un personnage et que du coup, forcément, certaines personnes arrivent moins bien à s'attacher parce qu'il leur faut plus de temps, c'est simplement que ils étaient limités. Mais pour moi, j'ai été attaché à la mort des personnages. J'ai été attaché à la mort des personnages. Pourtant, moi aussi, dès la première fois où je l'ai fait. Moi, j'ai été attaché et j'ai eu aucun remords. Et j'ai eu aucun remords cette semaine à exploser le crâne de Boone avec mon perso de la Légion. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que New Vegas a jamais réussi à me faire attacher Boone en 200 heures de jeu. Voilà. Pour moi, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont bien réussi la chose. Et je n'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Je trouve qu'ils ont bien géré le temps, justement. C'est ce que si tu n'avais pas compris, pour moi, ils ont très bien géré le temps.
À part la Wolfpack, je trouve que la plupart des personnages meurent au bon moment. Voilà, il n'y a pas de personnage qui meurt trop tardivement ou de personnage qui meurt trop rapidement, sauf la Wolfpack. Étant donné que la Wolfpack, il meurt quand même au bout de la 2e heure. Donc c'est un peu rapide, quoi. J'avoue avoir été sur le cul, j'étais du genre, quoi déjà? J'étais un peu choqué, on va dire. Mais ça, c'est un petit défaut, c'est pas grave. Le deuxième problème qu'on va parler, qui va être bref, si tu le veux bien, Edgard, Oui. c'est le côté horrifique. Alors, c'est pas compliqué. Je déteste le genre horreur. Je déteste ça. Je déteste les jeux d'horreur. Je vais peut-être même pas acheter Atomic Heart à cause du léger côté horreur d'Atomic Heart. Je déteste ça. Donc, le fait qu'un mode met pour 4 heures de côté horrifique sur une campagne de 20, autant expliquer que j'étais pas bien. J'étais pas du tout bien à ce genre de choses, mais je n'ai pas fait des cauchemars pour autant. J'ai réussi à maîtriser mes peurs et ce genre de choses. Pour moi ça a été, il y avait largement pire à faire. Pour moi c'était agréable, c'était encore agréable et ce genre de choses. Mais par contre, je maintiendrai que si une refonte il y a ou une refonte se fait, soit diminuer le côté horreur, ou soit proposer un add-on supplémentaire qui te skip les phases d'horreur. Je pense que ce serait pas plus mal pour ceux qui ont vraiment de problèmes avec ça, pour ceux qui ont vraiment, parce que le genre horreur est vraiment particulier, hein. C'est vraiment particulier. Je me vois très mal me faire Dead Space Remake, hein, par exemple. Voilà, il y a des gens qui ont vraiment des problèmes avec l'horreur. Moi, j'en fais partie. J'ai réussi notamment grâce à la présence du Gerd, grâce à ses guides et ce genre de choses. Mais je vais pas vous cacher que j'étais à 2 doigts de tricher pour passer certains passages parce que ça me mettait vraiment mal à l'aise. Ce qui prouve aussi que c'est très bien géré si ça me met mal à l'aise au passage. Voilà, j'ai beaucoup plus chié sur ces phases d'horreur que sur The Quarry, hein, pour dire. Voilà, c'est clairement, voilà. Pour moi, ce n'est pas un défaut en soi, mais pour moi, c'est comme les arachnophobes. Il y a un patch pour les arachnophobes pour The Frontier, il devrait avoir un patch pour les horrorphobes. Voilà, c'est juste ça que je demande, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Tu peux y aller, Hugues. Après, moi personnellement, les segments horreur m'ont pas du tout dérangé en soi. Je vais même bien l'apprécier parce que faut avouer que lors de certaines hallucinations ou quoi, c'était vraiment bien géré. Genre, l'ambiance est là, la technicité est là, tout ça. Après, j'avoue que soit qu'ils fassent un patch pour le côté horreur, parce que qu'il y en ait, tu vois, comme il y en a eu qu'il y en ait la quantité qu'il y a eu, ça me gêne pas, tu vois. Mais soit qu'ils avertissent carrément au début du mode, ils disent voilà, il y a des scènes susceptibles de voilà. Est-ce que vous désirez les passer? Tu sais, genre comment dire, tu sais que t'aies une chatbox au début du mode qui te demande si tu veux jouer en mode sans les phases d'horreur. Tu vois vraiment que ça fasse une ellipse, hein, qu'il y a un temps de chargement et ça te finit le bad trip. Ou alors, si tu veux jouer avec, tu vois, qui te propose le choix au début du mode en te prévenant, voilà, il peut y avoir des trucs qui sont susceptibles de je vais pas dire heurter la sensibilité des plus jeunes, mais qui sont susceptibles d'être horrifiques pour certaines personnes, quoi. S'ils mettaient juste cette petite chatbox au début du mode, là, avant que tu arrives dans The Frontier, et qui te disent, voilà, il peut y avoir ça, est-ce que vous voulez passer les séquences, et que tu le coches ou non, cette chatbox, comme tu veux. C'est juste, il rajouterait ça, pour moi, tu vois, il y aurait plus le problème des phases d'horreur, parce que tu aurais le choix de les skip. Ouais, pour moi, je trouve que ça devrait être bon. Ce serait une très bonne idée, ça. C'est comme, c'est tout con. Sur Modern Warfare 2 à l'époque, il y avait une mission qui avait fait polémique parce que tu massacres des civils dans un aéroport. Ah ouais. Ils ont fait un patch. Maintenant, quand tu lances le jeu,
Quand tu arrives à cette mission, on te dit, voilà, cette mission est susceptible d'avoir du sang et des trucs dérangeants, est-ce que vous voulez skip cette mission? Tu peux skip la mission, si t'as pas envie de faire cette mission qui est, je vais pas dire, moi personnellement ça me dérange pas, mais pour certains ça peut être dérangeant, tu peux skip la mission. Bah, là, s'ils arrivent à faire ça avec The Frontier, tu vois, avec vraiment juste une petite chatbox avec où on te propose le choix, moi après, pour moi ce serait tout bon. Après, s'ils font ça, il y a plus de soucis, tu vois, franchement. Donc voilà. Ouais, clairement. Ouais, pour me détendre à discuter, je suis sur un... Je suis sur un mode de maison que j'avais installé il y a 3-4 ans, histoire qu'on soit un peu en mode détente. Donc, maintenant, nous allons parler du troisième point. On va parler de Rancor avant de parler de la fin. Parce que pour moi, la fin est le plus gros défaut de The Frontier. Mais on va parler de Rancor parce que Rancor... je crache sur Rancor depuis le début de ce mode. Et pour moi, Rancor souffre de quelques petits problèmes, mais que de quelques idées de génie à la fois. Et ça, il faut qu'on en parle. Déjà, la première, c'est que je trouve que Rancor, sur le papier, est intéressant. Un agent qui est lessivé, qui a tout perdu, et ce genre de choses, et qui fait qu'au final, il veut écraser les factions. En fait, il fait beaucoup penser à Monsieur House, finalement. Il fait beaucoup penser à Monsieur House, où c'est une personne qui est très arrogante et qui pense être au-dessus de tout le monde, alors qu'en vérité, il ne sera jamais au-dessus de tout le monde. Je trouve qu'il était très proche de Monsieur House par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'avais trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est que dans le roleplay Légion, en me renseignant, j'ai découvert que c'était l'équivalent de la fin indépendance. Où finalement, tu peux t'associer à Rancor pour dévaster la frontière et contrôler le territoire avec lui. C'est un peu l'équivalent d'une fin indépendance. Et il y a même mieux. Ouais. Il y a même mieux. Il y a la fin agent quadruple. Et oui, et ça je vais vous en parler. Vous pouvez avec la Légion trahir la RNC et rejoindre la Légion, trahir la Légion et rejoindre Rancor, et trahir Rancor juste après. Voilà, genre, tu vois, t'as Rancor, il est un agent triple, et toi, tu lui fais comprendre, et ben moi, je suis toi, mais en mieux. C'est ça, putain. Alors voilà, j'avoue que ça peut être drôle pour une partie et ce genre de choses. Je vais certainement faire Pro Légion. À moins que la Légion me dégoûte, je vais certainement faire Pro Légion. Mais bon, voilà, ça c'est dit. Le principe de cette fin, c'est Rancor qui est là en mode j'ai fait un plan autour de leur plan. Et toi, tu fais j'ai fait un plan autour de ton plan autour de leur plan. C'est ça. C'est assez drôle. Moi, franchement, voilà, Rancor a des petits soucis d'écriture, comme par exemple le fait que tu vois que le mec a un design de méchant. On va pas se mentir que quand tu vois la tête de Rancor, franchement, quand tu vois la gueule des personnages, ils ont tous des gueules un petit peu héroïques ou de petits genoux qui débutent, et qu'au milieu, bah, t'as Rancor avec sa face qui tire la tronche H24 et ses grosses lunettes noires et ce genre de choses, et qui fait que de fumer, hein, ce qui est un cliché de méchant. Hein. Il fait que de fumer. Je vais te dire, Tiberius Rancor ne s'appellerait pas Tiberius Rancor. Il aurait la gueule qu'il a actuellement dans le jeu. Moi, j'aurais pas vu que c'était un traître. J'aurais juste vu que le mec, c'est littéralement le premier, l'agent de Rocco, le meilleur agent de Rocco de Blackthorn. Il a vécu la guerre contre la Brotherhood of Steel. Il a vécu la guerre contre la confrérie. Il en est sorti vivant. Il s'est prouvé comme étant un élément indispensable de par ses compétences. Pour moi, c'est un vétéran qu'on a juste beaucoup vu. Tu vois, si tu le regardes, tu sais pas qu'il s'appelle Tiberius Rancor. Pour moi, j'ai juste l'impression de voir un putain de vétéran qui est là avec toute son expérience, qui regarde, il fait voilà, ça se passe comme ça sur le fond. Tu vois, Ouais, bah déjà rien que ça, on aurait, je pense que beaucoup de joueurs, rien qu'avec le nom retiré, ça aurait pu déjà régler beaucoup de problèmes scénaristiques. Voilà. Pour moi, voilà, mais par contre, la critique de Rancor est pour moi un peu exagérée. C'est pas le meilleur méchant de Fallout, clairement. Hein.
C'est voilà, mais de dire que c'est un méchant de merde, ouais. À choisir entre un mec qui a eu la vie pourrie par toutes les factions de l'univers et que le mec il en avait ras le cul, alors il a décidé de défoncer toutes les factions contre un cinglé de vieillard qui est tombé sur un bouquin dans une grotte et qui s'est dit que l'écrivain de ce bouquin était un génie, alors je vais reproduire son mode de pensée et son armée, mais dans une époque qui n'est pas du tout éligible pour faire ça. Je veux dire, heureusement que César il est tombé sur la guerre des Gaules, hein. Parce que vous imaginez qu'est-ce qu'on aurait pu avoir dans New Vegas s'il n'était pas tombé sur la guerre des Gaules, quoi. Moi, j'imagine pas s'il était tombé sur Mein Kampf, tu vois. Ouais, il serait tombé sur Mein Kampf, ouais, ça aurait pu être drôle. Au moins, ça aurait été une armée qui aurait pu au moins tenir tête à la RNC à distance. Blague à part. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. J'imagine même pas s'il serait tombé sur un livre à la con. Par exemple, voilà, il aurait fait quoi s'il serait tombé sur l'art de la guerre de Sun Tzu? Il aurait déguisé toutes ses troupes en chinois, c'est ça? Le mec, quand tu aurais affronté un espèce de Néo-Guan Yu, là. Ouais, voilà, c'est ça un peu le problème. Pour moi, j'ai jamais trouvé César crédible. Et j'ai trouvé Rancor bien plus crédible. L'écriture de Rancor, pour moi, passe très bien. Donc c'est voilà, pour moi, petit défaut avec Rancor. Je pense qu'on n'a pas besoin d'ajouter plus sur Rancor. Petit défaut, c'est juste qu'il est un peu obvious. Sinon, très bon personnage. Dernier choix, la fin. La fin de The Frontier est le plus gros défaut de ce DLC et me donne juste pas envie de refaire ce DLC, de refaire la RNC. Pour moi, c'est le plus gros défaut. Mais je connaissais la fin d'avance. Pour la simple et bonne raison que bien avant que je commence le mode, je regardais Utgard jouer. Donc forcément, je savais un peu ce qui allait se passer. Même si j'ai été choqué parce qu'il y a plein de choses que je m'attendais pas. Mais globalement, il y a plein de choses qui me dérangent ouvertement avec la fin de The Frontier. C'est la mort. C'est la mort, c'est la merde, c'est la catastrophe. C'est incroyable. Imaginez que vous êtes en train de jouer à un jeu. Hein. Imaginez que vous êtes en train de jouer à un jeu genre Métro. Que vous jouez à Métro, tout et tout. Que dans ce jeu de Métro, je prends l'exemple de Métro parce qu'on est sur une scénarisation proche de Métro. Donc c'est pour ça que j'utilise l'argument de Métro. Ouais. Imaginons que vous jouez à ce jeu Métro, tout et tout, et qu'à la fin vous avez une bonne fin. Vous arrêtez l'antagoniste, vous avez réussi à sauver les 3/4 de vos compagnons, et là, épilogue, pour donner un exemple avec Métro 2033, D6 se fait capturer par les fachos, tous tes compagnons partent à la retraite ou sont considérés comme morts, la faction que vous dirigez, donc les Spartans pour Métro 2033, est anéantie et pulvérisée alors que t'as tout fait pour te battre pendant 20 heures, t'as fait les quêtes secondaires, t'as fait les bons choix, tous tes compagnons te disent tout va bien, tout et tout, on va pouvoir restaurer les exilés d'ARNC. Vraiment, tout se passe bien, et là, t'as l'épilogue, c'est l'inverse de ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris pourquoi ça a fait ça. Surtout que, voilà, je veux dire, c'est que certes, ils sont affaiblis. Je veux bien qu'ils soient affaiblis, les exilés, il n'y a pas de souci là-dessus, mais de là à ce qu'ils se font écraser par les scaves, avec lesquels tu as eu une bonne relation depuis le début, et que tu as fait en sorte d'avoir une bonne relation avec eux pour qu'ils s'entendent le mieux avec la RNC, je ne comprends pas comment les scaves ont réussi... Non, c'est pas que les scaves les écrasent en fait. C'est que comme tout le monde, globalement, la majeure partie de l'armée sont partis en convoi terrestre et le reste dans le libérateur, tu vois. Ils sont partis en expédition en mode, ça y est, on déplace toute la RNC de la frontière parce qu'on va aller voir le général Oliver et le président Kimball. Tu vois, ils étaient là, ils étaient sur le retour en fait. Ils avaient fini leur mission dans la frontière et ils allaient destituer Kimball, enfin. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ont tout embarqué, qu'ils ont laissé leur base de l'aéroport, tout ça. Et comme ils l'ont laissé sans surveillance et que malheureusement, bon, il se passe ce qui se passe à la fin, les scaves qui étaient les locaux, ils ont vu l'aéroport avec des ressources, etc., un lieu potentiellement plein de ressources pour des survivants, tu vois, en soi. Ils se sont dit, on va investir les lieux, il n'y a plus personne. Vu qu'eux, ils sont retournés chez eux, on va reprendre
on va reprendre l'aéroport. C'est pas qu'ils ont massacré la RNC. C'est que la RNC s'est barrée parce qu'elle était sûre elle était sûre qu'ils allaient enfin pouvoir retourner dans le Morave, destituer Kimball et que tout allait rentrer dans l'ordre, tu vois. Et en fait, ils allaient juste laisser la frontière parce qu'en soi, la frontière, ils se sont juste exilés en attendant de pouvoir trouver un moyen de faire pression sur Kimball et comme il l'a dit si bien Blackthorn, et de make things right, c'est de remettre les choses dans l'ordre, tu vois. Ils s'étaient juste exilés pour se préparer pour revenir en fait. Et quand ils ont fait cette espèce enfin, cet exode militaire à la fin, qui s'était prêt enfin à leur retour dans le Morave, ils ont laissé l'aéroport sans surveillance, sans rien. Les SCAV ont juste repris le terrain. C'est pas que les SCAV ont massacré la RNC, attention, faut pas. Et les pertes majeures, comme tu l'as vu, c'est parce qu'ils ont perdu le Libérateur et que la plupart des troupes au sol et de ça se sont fait tataner quand tu vas pour confronter Tiberius et qu'il a le laser de la mort et qu'il écrase en fait tout simplement les résistances au sol, quoi. C'est toute la chute la chute entre guillemets, le déclin de la RNC des exilés, c'est parce que d'une, ils ont abandonné leur base parce qu'ils étaient sûrs de ne pas avoir à y revenir, et de deux, parce que Tiberius a littéralement explosé, enfin il a littéralement tout détruit. Leur vaisseau amiral qui était censé être le moyen de pression pour faire tomber Kimball, il est parti en fumée, et le gros de l'armée au sol, il a fini annihilé par Tiberius et sa folie meurtrière. C'est ça qui a causé la merde, c'est que tout était bon. La RNC avait pété la Légion, ils avaient leurs moyens de pression sur Kimball qui était en marche, mais tout ça parce que la trahison et la folie d'un seul homme, c'est ça qui a tout détruit en fait. C'est pas à cause des scaves en fait, si tu regardes bien. Voilà, je vais retourner à l'aéroport pour voir s'il y a du changement. Bah, de mémoire, t'as des scaves en fait qui sont dans l'aéroport, donc tu risques de te faire attaquer. Mais ouais, non, c'est pas les scaves qui ont pété la RNC, c'est juste que la RNC est partie, donc eux ils ont juste réinvesti les lieux. Ouais. Alors, mais j'avais pas compris que l'armée à la fin qui se fait pulvériser, je croyais que c'était la RNC classique. Bah, en fait, il y avait des deux. Il y avait de la RNC classique et de la RNC des exilés. C'est pour ça que d'ailleurs, les hélicoptères, ils pointaient, ils braquaient leurs armes sur le tien et qui disaient halte là, déclarez-vous qui vous êtes, à quelle faction appartenez-vous. Et il n'y a pas eu le temps de dire ou quoi ou qu'est-ce que le laser de la mort s'est abattu et a pété les hélicoptères à ce moment-là. Ouais. Et là, tu vois, les scavs ont repris la place forte qui était la base. Donc c'est ça en fait, ouais, il y a plus de... y a plus... C'est une fin où il n'y a plus de camp majeur, quoi. Genre par exemple, si j'utilise la... Si j'utilise la commande... la commande console pour... il faut que j'aille à la Robco Tower. Je vais me replier un peu pour tenter d'aller à la Robco Tower. Qui est la dernière... Parce qu'il faut voir qui est le grand gagnant de cette histoire. Ah oui, d'accord. Donc en fait... C'est une catastrophe en fait. Oui, c'est une catastrophe. Parce que s'il y a des soldats de l'enclave ici, ça veut dire que le pire est à craindre. Ah non. Non, ça va, ils sont... Ça va, ils sont en bon état. Attends, mais vu que normalement j'ai pas accès à cet endroit avec la RNC, je vais juste vérifier un truc. Pour clarifier quelque chose.
Par contre, le problème, c'est que je ne sais plus... Non, c'est pas par là, c'est en dessous. Pour clarifier quelque chose, afin de pouvoir... pour mieux comprendre cette fin. Parce que je sens qu'il y a une fourberie, là. Je sens qu'il y a une fourberie. Oui, oui. C'est ce que je me disais, il y a fourberie. Ouais, après il y a fourberie. Comme t'es pas censé accéder, vu que c'est ça, c'est globalement... Ils se sont pas fait chier à remove tous les NPC, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça le truc, c'est que... Parce que techniquement, il y a des soldats de l'enclave devant l'entrée, je pense que c'est pour faire un gros sous-entendu, que l'enclave a réussi à capturer l'endroit, tu vois. C'est pour faire un sous-entendu comme ça, tu vois. Donc bref, c'est une fin de merde, où la Légion n'existe plus, les exilés ont quelques avant-postes par-ci par-là, mais sont littéralement morts, et les survivants Crusaders, ils sont soit vivants, ou soit attaqués par l'enclave. C'est un véritable bordel. Et c'est ça le truc, cette fin, elle est ultra déprimante, et elle se finit comme ça. En fait, pour moi, cette fin, c'est le même problème que Cyberpunk. Pour moi, c'est le même problème que Cyberpunk. Oui, ça allait sortir, Ulgar, je suis désolé. Je suis désolé, ça allait sortir. C'est que dans Cyberpunk, peu importe les choix que vous faites, la fin est exactement la même. Alors oui, des gens vont pas être d'accord en me disant « Ouais, mais c'est pas toi qui as compris pas le scénario, t'es juste un teubé, pharaon, tout et tout. » Non, non, fatalement, c'est la vérité. Cyberpunk, les fins sont différentes, mais ça mène à la même conclusion. Et c'est ça qui fait que la communauté a détesté la fin de Cyberpunk, et pour ça que ça a créé une méga shitstorm à sa sortie, en partie, parce que quoi que vous fassiez, ton personnage est condamné, et c'est exactement le même problème. Quoi que tu fais, la RNC des exilés, elle est condamnée, et littéralement tout le Portland est condamné. Et c'est ça qui me déprime avec cette fin, et qui pour moi est le plus gros défaut de la quête principale RNC. Et le pire, c'est que personne ne parle de ça, parce que la majorité des gens qui critiquent cette quête, cette Mind Quest, n'ont pas atteint la fin. Ils n'ont pas atteint, soit ils ont pas pris le temps de s'attarder sur le truc parce qu'ils étaient trop là à cracher leur vin. Ouais, c'est de la merde aussi là. Ils sont pas allés plus loin que leur propre critique et ils n'ont pas apprécié l'œuvre pour en voir les bons points et les réels petits défauts qu'il peut y avoir. Après, la fin dans son ensemble, pour moi, comment ça finit au vu de ce qui s'est passé avec Tiberius, elle est cohérente. Mais ça veut pas dire que c'est une bonne fin. C'est une mauvaise fin, et bon, ça te prouve que, de toute façon, c'est je pense, ce qu'un petit peu voulait prouver ce mode, c'est que peu importe, dans une guerre, il n'y a pas de vainqueur. Oui, c'est peut-être aussi la... Et suivant comment ça tourne, les deux camps peuvent soit très bien s'en sortir, et voilà, soit les deux camps ont des pertes horribles. Dans une guerre, il y a toujours un moment où il y a un camp qui en attaque un, le premier a des grosses pertes, c'est horrible, il y a des pertes civiles, le deuxième camp, s'il peut, il reprend l'avantage, il attaque et il fait la même chose à l'autre. Et dans les deux cas, les deux camps vont souffrir. Oui, ça je comprends. Le souci, c'est que la fin, elle est triste parce que c'est surtout pour le côté RPG, tu vois. C'est surtout pour le côté RPG que quoi que tu fasses, les exilés sont condamnés, tu vois. C'est ça, c'est un peu... c'est dommage qu'il n'y a pas plusieurs fins, et peut-être une fin, tu vois, une fin douce, amère, du genre où tu arrives au moins à sauver les exilés, même s'ils sont dans la merde. Tu vois ce que je veux dire, je pense. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc pour moi, après, c'est un défaut, mais ça reste un défaut pas si grave que ça, et on en est très loin au problème du jeu. Donc ça, c'est mon personnage pour la Run Crusader qui fera majoritairement de l'exploration parce qu'elle n'est que niveau 6. On fera pas mal de choses avec, mais on va devoir sacrément explorer avec.
Et ça, cette run-là, ce sera celle qu'on fera certainement, soit ce soir, soit demain, on verra sur notre humeur. Ce sera donc la run de la Légion, dont notamment le personnage s'appelle Atessia, qui est un terme qui est un nom que j'utilise très souvent pour les persos féminins, pour un personnage d'origine grecque, pour faire justement la petite référence à un personnage d'origine grecque, la Légion de César, les Romains, bref, vous voyez l'allégorie. Bref, globalement, on n'a rien d'autre à dire sur cette... on n'a rien d'autre à dire finalement sur cette fin. Pour moi, elle est très très bonne. J'ai pas non plus pleuré des larmes, mais j'étais heureux, j'étais content. Et franchement, à part la fin qui m'a un peu... qui m'a vachement attristé, j'ai quand même passé un super bon moment sur ce mode. Et franchement, je ne peux que conseiller The Frontier. Je ne peux que conseiller The Frontier à tous ceux qui aiment ce genre de scénario et de missions scénarisées. The Frontier est le mode parfait parce qu'il permet d'extrêmement bien comprendre la guerre. Voilà. Après, forcément, peut-être que les fans de Fallout et les gros puristes vont peut-être préférer le chemin Légion et le chemin Crusader. C'est pour ça que nous allons le faire. Yay. Voilà. Let's go. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet avis. C'était très très cool. Et on se dit donc à la prochaine. C'était Pharo Sédus et j'espère que cet avis assez rapide finalement, vu que ça n'a duré que 41 minutes et je m'attendais à ce que ça dure 1h30. Je vais juste dire 2-3 trucs pour résumer. C'est The Frontier, c'est un mode top si vous prenez le temps et quoi s'appelle déjà vous preniez le temps d'apprécier déjà le point de vue technique du mode, de prendre le temps d'apprécier le développement des personnages, les décors, les musiques. On sent les musiques. The Frontier, c'est un tout qui peut paraître comme beaucoup vont le critiquer, ouais, il y a des erreurs d'écriture, il y a des ci, des là. Si vous voyez que le gros qu'on vous décrit, vous allez vous dire, ouais, comme les autres me le décrivent, c'est de la merde. Mais faut faire le mode et vraiment apprécier tous les aspects, vraiment fouiller les petits détails, parce que les modeurs ils ont mis du temps pour apprécier le scénario. Et c'est un mode qui est vraiment excellent. Moi je le dis, je le redis, hein. J'ai passé des moments de fou dessus. Paro en est témoin parce qu'il me voyait gueuler de joie à chaque fois que j'y jouais. Hein. Il m'a vu les faire la première fois. Allez-y, foncez, faites-le. Faites-vous votre avis. Après, vous aurez peut-être pas le même avis que nous, mais faites-le votre avis. C'est une expérience unique pour New Vegas, franchement, pour un Fallout qui est quand même vieux maintenant. C'est une expérience, une expérience unique, et c'est vraiment excellent. Donc, foncez, je pense sincèrement que si je me base sur mes expériences de modding, sur ce que j'ai vu sur Oblivion, sur Fallout 4, sur Skyrim, sur New Vegas, je pense que c'est le mode le plus ambitieux que j'ai vu. Parce que c'est très rare qu'un mode surclasse comme ça le jeu de base en fait. Je veux dire, le monde ouvert est plaisant, il est agréable, il a énormément de verticalité, et ça vous le verrez lors de la troisième run. La troisième run va plus se focus sur les quêtes secondaires et l'exploration que sur la quête principale. Parce que ce n'est peut-être pas une run qu'on va finir. Ça je le précise, la troisième run ce sera peut-être pas une run qu'on va finir, c'est une run qui servira certainement pour l'exploration et pour les quêtes secondaires. Donc à tout moment on pourrait le stopper parce que soit on a d'autres choses à faire, soit parce qu'il y a d'autres gros jeux à faire, comme par exemple Starfield. Mais en tout cas voilà, il servira surtout pour l'exploration et ce genre de choses. Mais globalement, une chose que vous devez comprendre, et ça je pense que c'est le plus gros problème de la communauté de New Vegas, un scénario ne fait pas un jeu. C'est ça. Si vous aimez les scénarios, c'est cool, mais un scénario ne fait pas un jeu. Un jeu, c'est un tout. C'est sa qualité graphique, c'est sa technique, c'est ses aspects, c'est sa direction artistique, c'est son gameplay, c'est pour les RPG monde ouvert, c'est son monde ouvert, c'est sa liberté d'exploration, c'est un tout. Vous avez le droit de ne pas aimer le scénario de The Frontier, c'est une chose. Mais la plupart des gens qui critiquent The Frontier, la plupart des gens qui chient sur The Frontier, reconnaissent que les quêtes secondaires sont extrêmement bien écrites, que les autres factions sont quand même très très bien, et le vrai problème c'est la quête de la RNC. Moi je dirais juste pour ceux qui regardent cette vidéo, essayez la quête de la RNC. Si vraiment vous avez de la peine, mettez en très facile,
mettez en très facile, installez le cheat terminal pour avoir des items et ce genre de choses. Mais faites-le une fois, faites-le au moins une fois avant de juger. Franchement, je trouve que c'est important de le faire une fois avant de juger. Clairement, pour moi, ça va pas remplacer les Fallout en termes de scénarisation. Je préférais toujours l'ancienne scénarisation, comme par exemple ce qu'avaient fait les Crusaders et certainement ce que va faire la Légion. Pour moi, voilà. Mais pour moi, c'est un style unique. Et je loue l'effort de proposer quelque chose de différent. Et je crois que c'est ça, finalement, le problème de vous, la communauté Vegas. Vous n'aimez pas le changement. Vous n'aimez pas le changement. Vous avez critiqué Fallout 3 en disant qu'il était édulcoré bisounours parce qu'il rendait la confrérie de l'acier gentillet, alors que c'est littéralement dit à Underworld que la confrérie de l'acier ne sait pas faire de différence entre un super mutant et un ghoul, et il tire sur les ghouls à vue. La confrérie de l'acier est ouvertement suprémaciste et raciste dans Fallout 3, et globalement, la confrérie de l'acier est tellement leste que tu as littéralement les dissidents qui existent. Vous critiquez la confrérie de l'acier dans Fallout 3 parce que vous ne comprenez pas que le jeu aussi critique la confrérie de l'acier dans Fallout 3. Pareil pour l'Institut dans Fallout 4, pareil pour la confrérie de l'acier dans Fallout 4. Chaque fois que vous critiquez quelque chose, c'est parce que c'est différent de ce que fait Obsidian. Et moi, je commence à en avoir marre. C'est ça. Après, faut vous rendre compte d'une chose, un jeu vidéo, c'est un tout, et le scénario en est une pièce. The Frontier est conçu comme un jeu à part entière en fait. Même si bon, c'est un petit jeu ou un très gros mode, comme vous voulez l'appeler, peu importe. Si jamais vous avez des problèmes avec le scénario, déjà avant d'en avoir, attardez-vous vraiment bien sur tous les petits détails, sur tout le lore, tout ça, et vous verrez que c'est pas si lore breaking que ça, étant donné qu'il y a plein de choses qui peuvent être expliquées. Et surtout si vous faites marcher votre petit cervelle et que vous regardez un petit peu par rapport au lore global de l'univers des Fallout. Et quand bien même vous auriez, même après ça, des problèmes avec le scénario, appréciez le reste de l'œuvre pour ce qu'elle est, que ce soit l'environnement, les musiques, tout le reste. Ils se sont fait chier pendant 7 ans, ces pauvres modeurs. Ils se sont fait chier pendant 7 ans pour vous pondre ce truc magique, à mon sens, qu'est The Frontier. Appréciez au moins le travail fourni. Ils ont même modifié les visages pour que les visages soient plus réalistes, pour que le jeu soit moins dégueulasse que le jeu de base qui a 13 ans. C'est ça. L'autre jour, par exemple, je prends un exemple con, mais je me baladais sur le wiki vite fait. Le mode, à lui seul, rajoute entre 120 et au moins 150 ou 160 armes. Trouvez-moi un mode qui fait ça. Trouvez-moi un mode aussi complet, avec une histoire aussi longue, poussée, ça, des scripts scénarisés, où ils ont réussi à... Encore une fois, dans le pauvre Gamebryo Engine, à faire marcher des véhicules, ça, ils ont vraiment poussé le talent qui fournit autant de contenu. Vous voulez un exemple? Je vais faire un exemple très con. Vous voulez un exemple entre New Vegas et la différence entre New Vegas et le jeu et The Frontier? La quête principale de la RNC, elle dure 20 heures. La quête principale de la Légion doit durer un peu moins de 10 heures. Et pareil pour les Crusaders. Tu sais combien elle dure de temps, la quête principale de l'indépendance dans New Vegas? Oh, je sais pas, 2-3 heures? 1h30. Parce que je vais vous dire ce que vous devez faire. Vous allez au strip, vous connectez Benny Oui Oui au strip et vous tuez Benny. Vous allez au camp de César, activer les robots. Il va te demander de rencontrer toutes les factions du jeu, chose que en explorant et en te baladant, tu peux le faire bien avant de commencer la quête principale. Ce qui fait que ça valide automatiquement l'avant-dernier objectif qui consiste à aller parler à César, enfin à aller protéger Kimball ou ne pas le protéger. Chose qui est d'ailleurs assez intéressante, c'est que si vous avez une mauvaise réputation avec la RNC, ça te skip automatiquement cet objectif et ça te met à la bataille finale. Voilà. Après, bien sûr, on va pas critiquer, Obsidian n'a eu qu'1 an et demi pour faire le jeu. Mais ça n'empêche pas justement que les développeurs, on peut ne pas aimer la Main Quest RNC, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Et malheureusement, on ne tombera jamais sur des joueurs français qui auront vraiment passé autant de temps que nous sur The Frontier et qui pourront trouver des bons arguments pour dire ce qu'on va pas. On va que tomber sur des Anglais. Et voilà. Et malheureusement, c'est ça qui est pas évident. Je vois de plus en plus de gens défendre le mode.
Hudgerd en a parlé juste avant. Il en a parlé justement, je crois. Je sais pas si c'est hors vidéo. Je crois que c'était en vidéo, mais globalement j'étais en train de chercher des OST du mode, et je suis tombé sur la fameuse musique à la fin, là, quand on se balade, là, et qu'il y a tous les fantômes de tout le monde, pendant qu'on est en train d'halluciner dans le blizzard. Et je me suis rendu compte dans les commentaires qu'il y en a pas mal qui étaient là à défendre le mode, qui étaient pas mal à dire le mode est excellent. Il y en a, ils ont dit ouais bon le mode il a quelques petits problèmes scénaristiques, mais à part ça le mode est excellent. J'ai vu pas mal de bons retours, donc c'est que si comme on a laissé le temps aux gens et que les gens ils ont finalement activé leurs neurones, il y en a pas mal qui se sont rendus compte que finalement The Frontier c'était peut-être pas si mal. Et ouais. ça fait plaisir à voir. Après, je pense que c'est ça le truc. Je pense que les fans de Fallout ont aimé The Frontier. Je pense que c'est les fans de New Vegas qui n'ont pas aimé The Frontier. C'est pas pour rien que sur Twitter, il y a littéralement la communauté New Vegas n'est pas appréciée. Parce que la communauté New Vegas, elle a tendance à chier sur le reste de la communauté. Et je crois qu'en fait, globalement, les fans en ont marre de la commune New Vegas. L'avantage que j'ai que sans abonnés, c'est que je sais qu'il y aura très peu de commentaires qui viendront me chier à la gueule. Et personnellement, je crois vraiment que s'il y a des commentaires qui viennent me chier à la gueule, je pense que je connais un certain ours de la RNC qui sera là pour me défendre. N'est-ce pas, Edgard? Y a pas de souci. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse les gens. Je vous laisse les gens. Ce mode est vraiment super. Il est vraiment incroyable. Je conseillerais à n'importe qui de tester ce mode. Ça vaut vraiment la peine. Et c'est vrai que le jour où on a un projet aussi ambitieux sur Fallout 4, où c'est compatible avec notre personnage principal, parce que ça qui me dérange un peu avec Fallout London, c'est que Fallout London, il n'est pas compatible avec le perso principal. Je pense que je testerai ça sur Fallout 4, parce que je pense qu'il y a des excellents moyens de bien s'amuser. Moi, j'ai hâte. D'ailleurs, je dis juste ça. Bientôt, pour Fallout 4, il y a un petit mode comme sympathique qui s'appelle America Rising Tale of the Enclave 2, puisque le premier est sorti. Et c'est un gros mode qui vise à inclure l'enclave dans Fallout 4 en tant que fin possible du jeu. Et ça a l'air d'être un gros mode aussi, donc j'attends ça avec impatience. Et si jamais vous voulez vous faire une expérience de ce que c'est un gros mode histoire sur New Vegas, foncez sur The Frontier, et après, si jamais, quand le mode sortir sur Fallout 4, allez-y aussi. Je vous les conseille, je pense. De toute façon, quand tu le feras à Tell Rising, tu me parleras des choix, des possibilités, on regardera ça ensemble. Ah oui, pas de soucis, pas de soucis. Allez, sur ce, à plus tout le monde. À plus.